Le sang coulait sur ses lèvres et s'accumulait dans sa gorge. La jeune fille, encore enfant hier, aujourd'hui fiancée, devait le boire jusqu'à la dernière goutte, sinon le mariage serait considéré comme nul. Dans la hutte remplie de fumée et d'odeurs de sang frais, se tenaient les anciens et les femmes de la tribu. Ils regardaient la jeune fille s'étouffer avec le liquide chaud et visqueux qui coulait du cou tranché du bouc. Personne ne tendait la main pour l'aider. C'était un rite sacré, et refuser aurait signifié une malédiction pour toute la famille. C'est ainsi que commençait la vie conjugale de milliers de femmes sur des continents où le sang était considéré comme la seule preuve de force, de fertilité et de soumission. Dans les villages d'Afrique de l'Est, dans les terres qui, à la fin des temps, étaient gouvernées par les sultans de Zanzibar, de telles scènes se produisaient régulièrement. Le pouvoir des esprits et les prescriptions religieuses dictaient que la mariée devait absorber la force de l'animal à travers son sang. Plus celui-ci était épais et chaud, plus l'union était considérée comme solide. Les filles étaient préparées à cela dès leur plus jeune âge. On leur apprenait à ne pas grimacer lorsque le sang coulait sur leur langue, à ne pas tousser, à ne pas montrer leur dégoût. Les vieilles femmes édentées murmuraient « Si tu rejettes le sang, tu mourras sans enfant et tes os seront jetés aux chiens. » Dans les régions méridionales de l'Inde, au XIXe siècle, les ethnographes de la Compagnie britannique des Indes orientales ont rapporté d'autres horreurs. Là-bas, les cérémonies de mariage comprenaient une preuve de virginité obligatoire en présence de la communauté. Après le rituel des chants sacrés, la jeune épouse était emmenée dans une hutte où son mari devait laisser une trace de sang sur un tissu, symbole de sa pureté. Si le sang n'apparaissait pas, la jeune fille pouvait être soumise à une humiliation publique, voire à des châtiments corporels. On connaît des cas où la mariée était soumise à une incision génitale violente en présence de témoins afin de faire couler le sang et ainsi sauver l'honneur de la famille. Dans le nord de l'Éthiopie, dans les montagnes Amaras, les rituels matrimoniaux combinaient souvent des éléments de mysticisme chrétien et de sacrifices pré-chrétiens. Là-bas, les mariés étaient obligés de boire non seulement le sang d'animaux, mais aussi celui de leurs propres fiancés. Les hommes s'infligeaient des coupures sur la poitrine ou les bras, et les gouttes de sang tombaient dans un bol rempli de lait. Ce mélange était considéré comme sacré. Il fallait le boire d'un trait, comme le sceau d'une union éternelle. On considérait que par cet acte, le mari donnait une partie de lui-même et que la femme la recevait pour toujours. Cependant, dans la pratique, de nombreuses jeunes filles perdaient connaissance, étouffées par le goût métallique du sang. Les voyageurs européens des XVIIIe et XIXe siècles ont décrit ces scènes avec horreur, mais n'ont pas osé intervenir. Pour les tribus locales, le sang était synonyme de vie, d'énergie et de devoir. Le rituel se transformait en torture, mais aux yeux de la communauté, il s'agissait d'une souffrance nécessaire. C'était précisément cette souffrance qui rendait une femme apte à la maternité. Au Moyen-Orient, dans les villages reculés du Yémen et d'Oman, les mariages étaient souvent accompagnés de nuits d'épreuves. Les femmes devaient non seulement endurer la douleur physique du premier rapport sexuel, mais aussi montrer ses conséquences à la communauté. Le sang sur les draps était la preuve de la légitimité du mariage. L'absence de sang, même pour des raisons physiologiques, était considérée comme une honte,
Cela conduisait à des tragédies. Les mariés pouvaient être lapidés, chassés ou sacrifiés aux divinités locales. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, les rituels étaient encore plus cruels. On y pratiquait des opérations mutilantes avant le mariage. On excisait le clitoris des filles et on leur cousait les organes génitaux, ne laissant qu'un minuscule orifice pour uriner. Lors de la nuit de noces, cet orifice était élargi de force par le mari ou par des femmes plus âgées. Le sang coulait abondamment, et c'était précisément lui qui était considéré comme le signe principal que la jeune fille était désormais ouverte à son mari. De nombreuses mariées mouraient dans les premières heures suivant ces procédures des suites du choc, d'infection ou de la perte de sang. Toutes ces pratiques avaient un point commun: le contrôle du corps de la femme et la transformation du mariage en un acte douloureux plutôt que joyeux. Les cérémonies, qui semblaient être une fête, se transformaient en réalité en rituels de survie cruels. La mariée n'était plus un être humain, mais un récipient pour le sang, un signe de sacrifice et de soumission. Le pouvoir de la famille, de la tribu, de la religion et des hommes s'incarnait précisément à ce moment-là. Les témoignages des voyageurs, des missionnaires et des médecins de la fin du XIXe siècle concordent. Dans différentes cultures, le sang jouait le rôle de preuve principale du mariage. Le sang des animaux symbolisait la fertilité, celui des hommes l'union, celui des femmes le sacrifice. Les mariés le buvaient, le versaient, mouraient pour lui. Les nuits de noces se transformaient en scènes où la joie de vivre côtoyait la mort et l'humiliation. Et même si les Européens consignaient ces faits dans des rapports rédigés dans un langage neutre, chaque ligne cachait un destin brisé. Les rites ont perduré pendant des décennies, se transmettant de génération en génération. Les filles étaient préparées avec autant de soin que pour n'importe quelle fête. On leur expliquait que la douleur et le sang étaient leur devoir, qu'il n'y avait pas de mariage sans sang, pas de famille sans douleur. C'est ainsi qu'a été créé un système dans lequel la nuit de noces devenait la nuit la plus dangereuse de la vie d'une femme. Et c'est précisément cette nuit qui pouvait se terminer par la mort, sous les cris des anciens, les prières des prêtres et l'odeur du sang frais imprégnant la terre. De nombreuses chroniques du début du XIXe siècle ont conservé des témoignages d'administrateurs coloniaux, britanniques et français, qui ont dû consigner les rites matrimoniaux observés en Afrique et en Asie. Leurs notes ont rarement été reprises dans les rapports officiels, mais on trouve dans leurs journaux intimes ou leurs lettres des descriptions qui font frémir d'horreur. Par exemple, un fonctionnaire de la Compagnie des Indes orientales à Madras a écrit qu'il existait dans le district de Thanjavur une coutume selon laquelle la jeune mariée était soumise à une saignée rituelle la veille de son mariage. Les prêtres lui perçaient la langue et faisaient couler son sang sur une pierre sacrificielle, affirmant que le sang ouvre la voie à une nouvelle semence. Les filles affaiblies s'évanouissaient souvent, mais cela était considéré comme une bénédiction des dieux et non comme un danger pour la santé. En Afrique de l'Est, sur le territoire de l'actuelle Kenya et Tanzanie, les Européens ont observé une autre pratique. Le jour du mariage, la mariée était obligée de garder dans sa bouche le sang d'une chèvre ou d'un mouton, pendant que les femmes âgées de la famille chantaient des incantations. On croyait que plus elles gardaient le liquide longtemps, plus l'union serait solide. Les mariés s'étouffaient,
s'étouffaient et perdaient parfois connaissance, mais personne ne se précipitait pour les sauver. La mort, à ce moment-là, était considérée comme un sacrifice aux ancêtres qui purifiait toute la famille. Dans les tribus somaliennes, où l'islam coexistait avec des croyances plus anciennes, les cérémonies de mariage combinaient le Coran et des rites sanglants. On y pratiquait le bol mixte. Le mari se faisait une entaille à l'avant-bras, son sang coulait dans du lait ou de l'eau, puis on forçait la mariée à boire ce mélange. Des témoins ont rapporté que les filles recrachaient souvent le contenu, ce qui leur valait d'être immédiatement battues à coups de bâton. Refuser la coupe était assimilé à un blasphème et pouvait entraîner l'expulsion de la famille ou le meurtre de la jeune fille, considérée comme possédée. Des descriptions encore plus effrayantes concernent les pratiques au Soudan et en Égypte, sous le règne de Muhammad Ali dans la première moitié du XIXe siècle. Ici, les autorités officielles fermaient les yeux sur les traditions qui subsistaient dans les villages. Parmi celles-ci figuraient des opérations mutilantes. Les petites filles avaient les parties génitales cousues de telle sorte que, lors de la nuit de noces, le mari déchirait littéralement la chair, provoquant une hémorragie massive. Des contemporains ont laissé des témoignages décrivant comment les mariés hurlaient pendant des heures et comment, le matin, leur corps était emporté sans vie. Cela s'appelait le prix de la pureté de la lignée. Des pratiques tout aussi cruelles ont été observées en Asie du Sud. Dans les villages du Bengale, pendant la domination britannique, les ethnographes ont décrit que certaines tribus exigeaient que la mariée boive le sang d'un coq sacrifié. On égorgeait l'oiseau dans la maison du marié et pendant qu'il se débattait, son sang chaud coulait dans un récipient en argile. La jeune fille devait tout avaler jusqu'à la dernière goutte. Si elle refusait ou se mettait à pleurer, elle était couverte de honte et le mariage était considéré comme annulé. Mais l'élément le plus traumatisant des cérémonies de mariage restait la vérification de la pureté à travers le sang sur les draps. Dans les villages de l'Inde et de la péninsule arabique, les femmes de la génération précédente attendaient à la porte de la chambre nuptiale pour sortir le matin le tissu taché. S'il n'y avait pas de tache, elles étaient imitées. On coupait la cuisse ou le bras de la jeune fille pour sauver la réputation de la famille. Parfois, cela se faisait avec un couteau, en présence des témoins. Les rapports médicaux de la fin du XIXe siècle font état de décès par infection après de telles preuves. Il est intéressant de noter que dans de nombreux endroits, le sang symbolisait non seulement le sacrifice, mais aussi le pouvoir. Les hommes prouvaient leur domination en mélangeant leur sang avec celui de la femme. Dans une région du nord de l'Inde, il était obligatoire pour le mari de piquer 3 fois sa femme avec une aiguille et de mélanger son sang avec le sien. Cela était considéré comme un signe de soumission totale. Le sang du mari absorbait celui de la femme. Certains missionnaires ont tenté de lutter contre ces pratiques, mais ils se sont heurtés à une résistance farouche. Les archives des missions catholiques françaises ont conservé des lettres dans lesquelles des prêtres se plaignaient que les parents refusaient d'envoyer leurs filles à l'école, car les filles devaient être prêtes à souffrir et habituées au sang. Aux yeux des communautés locales, le refus de ce rituel équivalait à une trahison de la tradition, et la tradition était plus importante que la vie. Les conséquences médicales de ces rites étaient catastrophiques. Les femmes mouraient d'infections,
de septicémie, d'hémorragie grave. Beaucoup restaient stériles, mais aucune de ces morts n'arrêtait les communautés. Chaque nouvelle fille subissait les mêmes épreuves que sa mère. C'est dans ces conditions qu'une réalité s'est formée, où le mariage est devenu un acte douloureux. Là où, dans d'autres cultures, le mariage était associé à la joie et à l'espoir, en Afrique et en Asie, il était entremêlé de sang, de souffrance et de soumission. Et chaque cérémonie, chaque rituel devenait un élément du mécanisme qui contrôlait le corps des femmes, en faisant un symbole de sacrifice pour la famille, la tribu et la religion. Le milieu du XIXe siècle a été le moment où les notes ethnographiques et les rapports médicaux ont commencé à décrire systématiquement les conséquences des rituels matrimoniaux. Les archives de la Royal Society de Londres conservent les rapports de médecins militaires ayant servi en Inde et à Ceylan. On y trouve des lignes sèches mais terrifiantes. Patiente, âgée d'environ 16 ans, admise à l'hôpital de campagne après sa nuit de noces. Diagnostic: déchirure importante du vagin et du rectum, hémorragie massive. Décédée 2 heures plus tard. Des notes similaires se répètent des dizaines de fois, ce qui prouve que la mort pendant la nuit de noces n'était pas considérée comme une exception, mais comme un risque à prévoir. Les archives des missions françaises en Éthiopie décrivent les histoires tragiques de jeunes filles amenées dans des monastères après leur cérémonie de mariage. L'une des notes est datée de 1844. Mariée à 15 ans dans un village près de Gondar. Après le rituel consistant à boire le sang d'un mouton, elle s'est évanouie, puis a été emmenée de force dans la maison de son mari. Quelques heures plus tard, les serviteurs ont sorti son corps. Cause du décès: suffocation et hémorragie massive. Pour les missionnaires, c'était un choc, mais pour les habitants, c'était une issue naturelle. Dans la Syrie ottomane, selon le témoignage du voyageur allemand Johann Burckhardt, il existait une coutume appelée Nuit de sang. Après le mariage, la mariée était conduite dans une pièce spéciale où les femmes de la famille de son mari vérifiaient sa préparation. Si le sang ne coulait pas naturellement, on le provoquait artificiellement, souvent à l'aide d'un couteau. Dans ses lettres, Burckhardt mentionne un cas survenu à Damas en 1822, où une jeune fille est morte la nuit même d'une infection. Son corps a été enterré en secret afin d'éviter les rumeurs sur la honte de la famille. Les documents de l'administration britannique au Soudan contiennent des témoignages encore plus cruels. Les rapports de 1851 mentionnent un rituel selon lequel, avant la nuit de noces, on infligeait délibérément une profonde entaille à la cuisse de la mariée afin que le sang éclabousse le seuil de la maison. On croyait que cela favorisait la fertilité. Mais de nombreuses jeunes filles mouraient sur le pas de la porte avant même d'être introduites dans la maison. Les médecins constataient que la mort par hémorragie survenait en quelques minutes. Mais le rituel continuait d'être pratiqué de génération en génération. Sur les îles de Zanzibar, où le commerce des esclaves était florissant, les rites matrimoniaux sanglants concernaient non seulement les femmes libres, mais aussi les esclaves. Les archives des abolitionnistes anglais témoignent que les esclaves mariées étaient contraintes de boire le sang de leur maître ou de leur mari afin de souligner leur soumission totale. Parfois, on ajoutait du mercure ou de la poudre d'herbe broyée dans le bol, ce qui entraînait des empoisonnements et la mort dès la première nuit de noces. Les revues médicales de l'époque
font état des conséquences de ces opérations mutilantes. Le chirurgien londonien Sir James Simpson, après avoir étudié les lettres de ses collègues africains, écrivait: le nombre d'infections après les opérations gynécologiques est stupéfiant. Nous constatons des inflammations, des abcès, des gangrènes mortelles, mais les communautés continuent de pratiquer ces opérations, considérant la souffrance comme un signe de vertu. Ces conclusions étaient sans équivoque. Ces pratiques non seulement tuaient les femmes, mais laissaient également les survivantes estropiées à vie. Les témoignages de médecins de Bombay et de Calcutta au milieu du XIXe siècle ont également fait état de conséquences psychologiques. Les filles qui avaient survécu à leur nuit de noces tombaient souvent dans un état de peur permanente, d'hystérie, refusaient de manger et de parler. Dans les documents coloniaux, cela était décrit comme un syndrome du silence. Les femmes cessaient de parler après avoir subi ces souffrances. Mais au niveau des communautés, cela était interprété comme de la soumission, et ce comportement était même considéré comme souhaitable. Les témoignages provenant des villages d'Érythrée étaient particulièrement effrayants. Il existait là-bas une tradition selon laquelle le sang de la mariée était recueilli dans un récipient après la première nuit et exposé à la vue de tous. Cela devait prouver sa pureté. Si le récipient restait vide, la jeune fille pouvait être tuée. Un médecin italien qui y travaillait en 1872 a écrit qu'en un an, il avait observé au moins 10 décès de ce type dans un seul district. Ces exemples montrent que le mariage en Afrique et en Asie a longtemps été non seulement l'union de deux personnes, mais aussi une forme de sacrifice. Le corps de la femme devenait le théâtre d'une démonstration de sang, sans laquelle l'union était considérée comme incomplète. Le pouvoir des hommes et des anciens s'affirmait précisément à travers le contrôle de la douleur et de la mort. Et chaque témoignage, des lignes sèches des rapports médicaux aux lettres des missionnaires, confirme une chose. Pour beaucoup de femmes, le mariage n'était pas le début de la vie, mais sa fin. À la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales européennes ont commencé à se poser la question suivante. Faut-il intervenir dans les pratiques matrimoniales ou fermer les yeux? En Inde, les fonctionnaires de la Compagnie des Indes orientales ont enregistré des dizaines de décès de jeunes filles après leur nuit de noces. Mais ils ont officiellement expliqué ces décès par des complications naturelles. Seuls quelques médecins osaient écrire que ces rituels en étaient la cause. L'un d'eux, le docteur Henri Martin, qui exerçait à Calcutta, a noté en 1867: sur 10 jeunes patientes admises à l'hôpital après leur nuit de noces, 7 sont décédées dans les 24 heures des suites d'hémorragies massives ou d'infections. Ces rapports sont restés dans les archives, les autorités les jugeant trop sombres pour être publiés. En Éthiopie, sous le règne de l'empereur Théodrose II, il existe des preuves que les prêtres chrétiens approuvaient la pratique consistant à boire le sang de son mari. On considérait que cela reflétait l'union entre le Christ et l'Église. L'un des missionnaires travaillant dans les montagnes d'Amara a écrit: j'ai vu un marié se couper la peau de la poitrine pour que les gouttes tombent dans un bol en argile. La jeune mariée tremblait. Son visage était blanc comme de la craie. Mais les vieilles femmes la forçaient à avaler. Lorsqu'elle s'est évanouie, elles l'ont aspergée d'eau froide et l'ont ramenée vers le bol. Ce rituel était considéré comme si sacré que le refus d'y participer
équivalait à maudire toute la famille. Au Soudan, sous le régime des mahdistes dans les années 1880, les pratiques matrimoniales sanglantes ont pris le caractère d'un exploit religieux. Les prédicateurs affirmaient que la souffrance des femmes purifiait la maison du péché. Les chroniques mentionnent qu'à Omdurman, des dizaines de mariés mouraient dans les maisons nuptiales, mais leur mort était considérée comme un signe sacré. Les rues connaissaient ces cris, mais personne n'osait intervenir. C'était la volonté d'Allah, interprétée par des fanatiques. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, les rites matrimoniaux étaient associés à la traite des êtres humains. Avant d'être vendues comme épouses, les filles esclaves étaient soumises à des procédures purificatrices particulières. On leur incisait le ventre et on les obligeait à lécher leur propre sang. Les marchands affirmaient que cela les rendait purs pour leur nouveau maître. Les missionnaires européens qui ont observé ces pratiques ont laissé des témoignages sur des enfants mourant d'épuisement avant même leur première nuit de noces. Les archives médicales du Caire conservent des documents datant de la fin du XIXe siècle sur les draps ensanglantés. Les médecins appelés auprès des jeunes filles mourantes ont consigné: le sang de la mariée était recueilli dans des récipients, les draps étaient exposés et la jeune fille mourait dans un coin de la pièce, se vidant de son sang. L'un des médecins a écrit: nous sauvons des corps, mais nous ne pouvons pas sauver les traditions. Ces rapports n'ont pas été publiés par crainte de révolte de la part des chefs religieux locaux. Les cas où le mariage était utilisé comme un instrument de pression politique sont particulièrement frappants. Dans les unions tribales d'Afrique de l'Est, l'union était scellée par le mariage de la fille du chef. La mort d'une jeune fille pendant sa nuit de noces était considérée comme un sacrifice pour la paix. L'ethnographe Richard Burton, qui a voyagé dans ces régions, a écrit: j'ai vu le corps d'une mariée de 15 ans être transporté vers la rivière. Sa mort était considérée comme un signe de la puissance de la famille de son mari. Pas une seule larme n'a été versée. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple en Birmanie, les rituels matrimoniaux incluaient le sang d'animaux. Les jeunes épouses devaient manger de la viande crue et boire du sang de buffle. On pensait que cela renforçait l'utérus et le préparait à accueillir des enfants. Mais les conséquences étaient catastrophiques. Infection, dysenterie, mort. Les médecins qui accompagnaient les expéditions britanniques ont enregistré des dizaines de cas de décès après ces mariages. Tous ces témoignages montrent que le sang est devenu un symbole universel du mariage, mais un symbole qui transformait la fête en calvaire. Les femmes souffraient et mouraient, et leur mort était considérée comme faisant partie de la tradition, sans laquelle l'union était considérée comme incomplète. Les autorités, les administrateurs coloniaux et les missionnaires voyaient tout cela, mais choisissaient le plus souvent de se taire. Pour eux, intervenir signifiait entrer en conflit avec l'élite locale et les chefs religieux. Ainsi, des milliers de jeunes filles ont continué à mourir et le sang a continué à couler lors des rituels matrimoniaux, transformant la première nuit en la plus dangereuse de leur vie. Le début du XXe siècle a vu les premières tentatives systématiques des autorités d'intervenir dans les rites matrimoniaux, mais même sous la pression des lois, les traditions ont résisté avec une étonnante ténacité. Dans l'Inde coloniale, l'administration britannique a tenté de lutter contre la pratique des draps ensanglantés.
Dans certaines provinces, les fonctionnaires ordonnaient de punir les familles si la nuit de noces se soldait par la mort de la jeune fille. Mais dans les faits, cela restait lettre morte. Les familles cachaient les faits. Les corps étaient enterrés en secret et les anciens du village s'entendaient pour que tout ressemble à une mort naturelle. Les médecins qui travaillaient dans les hôpitaux militaires ont constaté que la plupart des décès de jeunes mariés n'étaient pas enregistrés dans les statistiques officielles et que l'ampleur de la tragédie n'apparaissait donc jamais dans les chiffres. En Afrique, en particulier au Soudan et sur la côte somalienne, la tradition des opérations mutilantes et des mariages sanglants est restée la norme jusqu'aux années 1930. Les organisations humanitaires internationales ont commencé à enregistrer des cas de mariage mortel, mais se sont heurtés au silence absolu des communautés. Dans ses mémoires, un médecin français qui travaillait au Soudan en 1927 a écrit « Nous perdions des patientes chaque semaine. Les filles arrivaient après leur nuit de noces avec des blessures ouvertes, infectées. La plupart mouraient en quelques jours. Leur famille ne considérait pas cela comme une tragédie. Pour elles, c'était un signe d'honneur. En Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassie a tenté de réformer les lois sur le mariage en introduisant des restrictions sur les mariages d'enfants. Cependant, dans les zones rurales, les pratiques consistant à boire du sang et à mélanger les coupes ont persisté. Les anciens justifiaient ces pratiques par un pacte divin et, même sous la menace de sanctions communautaires, ils s'accrochaient obstinément aux anciennes coutumes. Dans les journaux intimes des diplomates européens de l'époque, on trouve des notes indiquant que les réformes ne concernent que les villes, tandis que les villages vivent selon leurs propres lois du sang. Dans le monde arabe, les tentatives des réformateurs islamiques pour éradiquer les pratiques sanglantes se heurtèrent à une résistance farouche. Les imams, en particulier dans les régions tribales du Yémen et d'Oman, affirmaient que le sang était un lien entre les corps sanctifié par les écritures sacrées. En conséquence, au milieu du XXe siècle, les mariages mortels continuaient d'avoir lieu même là où la loi islamique n'imposait officiellement pas de tels rituels. Les conséquences sociales ont été catastrophiques. Des milliers de femmes sont restées stériles après leur première nuit de noces. Certaines d'entre elles ont été rejetées dans des cultures où la valeur d'une femme était déterminée par sa capacité à enfanter. La stérilité était assimilée à une malédiction. Les rapports des sociologues britanniques en Kenya mentionnent que de nombreuses familles chassaient ces femmes, qui rejoignaient alors les rangs des femmes fantômes, celles qui erraient à la périphérie des villages, vivant de la charité. Le traumatisme psychologique s'ancrait dans les générations. Les femmes qui avaient survécu à un mariage tortueux le reproduisaient souvent sur leurs filles, considérant la souffrance comme nécessaire. Dans les archives anthropologiques du milieu du XXe siècle, on trouve des histoires de mères qui maintenaient elles-mêmes leurs filles pendant des opérations rituelles ou les forçaient à boire du sang d'animaux, expliquant « C'est ce que faisait ma mère, tu dois faire de même ». La première condamnation internationale sérieuse n'est apparue qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des rapports de l'ONU ont fait état de pratiques matrimoniales mortelles en Afrique et au Moyen-Orient. Mais même alors,
le sujet était abordé avec une extrême prudence, en évitant toute accusation directe afin de ne pas provoquer de révolte. Ce n'est que dans les années 1970 que les mouvements de défense des droits des femmes ont commencé à dire ouvertement que les mariages associés à des rites sanglants n'étaient pas un héritage culturel, mais une violence systémique. Et pourtant, malgré les réformes et les lois, le souvenir des mariages sanglants n'a pas disparu. Dans les traditions orales des anciens, dans les chants rituels qui résonnent encore parfois lors des mariages dans les régions reculées, on trouve des références au sang comme sceau du mariage. Pour de nombreuses femmes du passé, il ne s'agissait pas d'une métaphore, mais d'une réalité littérale, synonyme de douleur, de difformité et de mort. L'histoire de ces rites est une chronique de la façon dont la violence a été légalisée sous le couvert de la tradition, où la joie du mariage a été remplacée par une épreuve sanglante. Et cette chronique s'étend à travers les siècles, rappelant que pour des milliers de jeunes filles, le mariage n'était pas une fête, mais le dernier chapitre de leur vie.